Merci. Nous allons commencer cette commission. Mes chers collègues, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, donc nous recevons ce matin monsieur Alain Resplandy-Bernard, directeur de l'immobilier de l'État. Alors vous avez été auditionné à plusieurs reprises par nos rapporteurs spéciaux au titre de la mission transformation et fonction publique et du compte d'affectation spéciale gestion du patrimoine immobilier de l'État, mais c'est la première fois que nous vous recevons en commission depuis votre nomination en février 2020. Cette audition a donc pour objectif de vous entendre et de vous interroger sur les activités et projets de votre direction qui est rattachée à la Direction générale des finances publiques et notamment le projet de création d'une foncière interministérielle. En effet, le patrimoine immobilier de l'État et de ses établissements publics porte des enjeux majeurs au plan financier, juridique, environnementaux ou humains. Au 31 décembre 2023, ce patrimoine immobilier recouvrait 96 millions de mètres carrés de surface bâtie et 31 000 terrains non bâtis pour une valorisation comptable estimée à 73,7 milliards d'euros d'actifs, dont 2,7 milliards d'euros à l'étranger. Au-delà de leur étendue, les actifs immobiliers détenus par l'État et ses établissements publics se distinguent par leur grande hétérogénéité. Bureaux, institutions, logements, mais également établissements d'enseignement, laboratoires scientifiques ou encore monuments historiques, chacun avec ses contraintes de gestion spécifiques. Ce patrimoine connaît par ailleurs une relative concentration géographique, reflet de notre histoire politique et administrative, avec 3/5 des actifs répartis entre 5 grandes régions, Île-de-France qui concentre 21% des actifs, Grand Est qui représente 10% et pour 9% chacune, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Nouvelle-Aquitaine. Rénovée en 2007, la politique immobilière de l'État vise à valoriser, entretenir et adapter ce parc immobilier aux besoins des services publics. Elle repose sur la distinction entre, d'une part, le propriétaire représenté au niveau national par le ministre chargé du domaine, c'est-à-dire en pratique le ministre chargé des comptes publics, assisté par la direction de l'immobilier de l'État et au niveau local par les préfets de région et de département. D'autre part, les occupants, à savoir les services de l'État et ses opérateurs. Alors que la mise en œuvre de cette politique demeure confrontée à de nombreuses contraintes, tenant notamment à la spécificité des règles juridiques applicables et à la pluralité des vecteurs budgétaires existants, la gestion du patrimoine immobilier de l'État doit évoluer afin de prendre en compte de nouveaux défis, à savoir l'évolution des modes de travail, notamment le développement du télétravail, la transition écologique avec des montants d'investissement considérables en matière de rénovation énergétique des bâtiments. Enfin, la situation dégradée de nos finances publiques, laquelle impose une optimisation des surfaces occupées avec un objectif du gouvernement de réduction de 25% d'ici 2023. Dans ce contexte, l'exécutif avait porté par voie d'amendement au projet de loi de finances 2025 une réforme ambitieuse consistant en la création d'une foncière interministérielle destinée à percevoir des loyers de la part des administrations occupantes et dont un projet pilote, c'est-à-dire une expérimentation territoriale, devait être déployé en 2025 dans 2 régions, Grand Est et Normandie. Cependant, cette mesure a été censurée en tant que cavalier budgétaire par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi de finances 2025. Vous pourrez ainsi nous présenter les conséquences que cette décision a emportées pour la préparation de cette réforme importante. De même, vous pourrez nous exposer les perspectives de votre direction concernant les actions de rénovation du parc immobilier ainsi que l'avancement du programme de cession. Donc je vous cède la parole, monsieur le directeur, avant de prendre les questions du rapporteur général et de notre collègue Claude Nougin, rapporteur spécial des crédits de la mission Transformation et Fonction publique et du CAS Immobilier de l'État. Et de nos collègues, évidemment. Cette audition est bien évidemment retransmise sur le site internet du Sénat. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci à vous et merci à la commission de m'accueillir pour me donner l'occasion à la fois de présenter l'action de la direction de l'immobilier de l'État et les enjeux auxquels nous faisons face. On est clairement avec les enjeux de l'immobilier de l'État et la dépense immobilière de l'État, qui est d'à peu près 10 milliards d'euros, au cœur de 2 enjeux que sont à la fois les enjeux de la dette publique et des maîtrises des finances publiques et les enjeux de transition environnementale notamment et la dette verte que l'on peut avoir dans ces bâtiments. Mais peut-être avant de commencer, dire un petit mot sur le fait que je suis assez mal à l'aise avec le mot de politique immobilière de l'État. La direction de l'immobilier de l'État a
réécrit sa raison d'être. Et je pense que en écrivant cette raison d'être, elle dit notre première raison d'être, c'est de fournir aux administrations et aux services publics un outil de travail pour qu'ils puissent remplir au mieux leur mission de service public. Nous sommes une fonction support transverse. Nous avons une stratégie immobilière de l'État. La politique immobilière de l'État, comme on pourrait parler d'une politique pénale ou une politique de défense, me paraît un mot trop fort par rapport à notre volonté qui est juste de gérer au mieux ce parc immobilier pour que les administrations puissent remplir leur mission. C'est notre premier rôle. Peut-être vous dire en quelques mots le défi qu'on en a devant nous. Et si je peux résumer, en fait, on a depuis 5 ans modernisé très fortement cette gestion de l'immobilier de l'État. Notre sentiment, c'est qu'aujourd'hui, on atteint un peu un plafond de verre et si on veut relever tous les défis, il faut une réforme de structure. Quelques chiffres, même si je ne vais pas commenter tous les pages qui vous sont, je crois, qui vous ont été transmises. L'État occupe à peu près 97 millions de mètres carrés, comme ça a été dit. C'est donc un parc assez gigantesque qui représente à peu près 2,6 millions de tonnes équivalent CO2 d'émissions. Donc quand on parle de décarbonation de l'économie française, la place des services publics fait qu'il y a besoin d'une décarbonation des services publics et dedans, il y a 2 grands défis, l'immobilier et les transports. Et il n'y aura pas de décarbonation des services publics s'il n'y a pas de décarbonation des bâtiments de l'État. C'est un parc avec 195 000 bâtiments qui, comme on l'a vu, est réparti sur tout le territoire. Il a quelques grands occupants. Le premier, c'est le ministère des Armées, qui représente un quart du parc immobilier. Le deuxième, c'est l'enseignement supérieur. Un autre quart. Vient ensuite le ministère de l'Intérieur, avec massivement les gendarmeries pour 15%. Je voulais juste mentionner le quatrième occupant, entre guillemets, dans notre présentation, ce sont les sites multi-occupants. En fait, cela montre la volonté, avec près de 5 millions de mètres carrés, d'avoir le plus possible de sites qui mutualisent entre les administrations. Ce sont les cités administratives qu'on retrouve dans beaucoup de chefs-lieux de départements ou de régions. Avec une répartition sur le territoire, l'Île-de-France représente 21%, mais on a une répartition peut-être plus équilibrée que sur certains crédits ou autres, du fait notamment de la présence sur tout le territoire de l'armée, de la gendarmerie et des universités. Voilà, très rapidement brossé l'État. Si je prends notre stratégie immobilière, en fait, nous avons 3 priorités stratégiques. Sans les hiérarchiser, c'est la transition environnementale, c'est l'adaptation aux nouvelles organisations du travail et c'est l'efficience économique de notre gestion. Sur la transition écologique, nous avons, sous l'égide du secrétariat général à la planification écologique dans les années récentes, chiffré le coût de la transition environnementale avec un scénario pas très élaboré qui consiste juste à dire si l'État respectait la loi, c'est-à-dire le décret tertiaire pour les bâtiments tertiaires et les directives européennes, directives efficacité énergétique, directives efficacité dans les bâtiments. Le respect de cette loi, de ces différentes directives, nécessiterait 142 milliards d'investissements d'ici à 2050. Grosso modo, ça voudrait dire pour l'État de multiplier par 10 son investissement annuel. La bonne nouvelle, c'est que si l'on fait ça, on atteint les objectifs que s'est donné la France de moins 80% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Qu'est-ce qu'on a fait déjà pour atteindre et pour se mettre en route sur ces sujets-là? Je vais y revenir. L'État, dans les 4 à 5 dernières années, a investi sur son immobilier comme il ne l'avait jamais fait auparavant, et notamment sur les objectifs de transition environnementale. Mais nous ne nous limitons pas aux investissements, nous travaillons sur d'autres leviers qui sont moins coûteux et très efficaces. Le premier sur lequel je voudrais insister, c'est celui des usages et de l'entretien des bâtiments. Je ne suis pas très populaire dans les administrations puisque c'est moi qui ai beaucoup poussé à ce que ce qui était déjà dans les lois soit respecté dans les bâtiments d'État, c'est-à-dire les 19 degrés de chauffage l'hiver et la climatisation au maximum à 26 degrés l'été. C'est très efficace. De même, il y a eu une expérimentation en autorisant de ne plus avoir d'eau chaude, si on souhaite, pour se laver les mains dans les sanitaires, quand on n'a pas de douche. C'est très efficace et c'est pas très compliqué, il suffit de disjoncter le chauffe-eau. Ce genre de geste. Par ailleurs, on va un tout petit peu plus loin que ça. On a financé une force d'intervention rapide, qu'on appelle une task force au sein de la société Agile, qui va conseiller les gestionnaires de bâtiments pour à la fois sur leur usage et leur exploitation des bâtiments, gagner sans investissement des kilowattheures. C'est très efficace parce que pour
quelques crédits de conseil avec le CEREMA, nous atteignons 12 à 15% d'économie d'énergie quand cette force va sur un site. Elle va conseiller des choses comme l'entretien de la chaudière ou ne pas chauffer au même degré le local d'archives où on va une fois par semaine. Voilà, c'est des choses assez simples, mais qui ont un effet très fort. Le vrai levier essentiel, en revanche, si on veut tenir la trajectoire 2050, c'est celui de la réduction du parc. C'est-à-dire on ne fera pas les 142 milliards, ça n'est pas soutenable. Et donc le seul moyen de décarboner les bâtiments de l'État, c'est d'avoir moins de mètres carrés sur lesquels on investit en qualité et en performance énergétique. Pour finir sur le cadre stratégique de cette transition, nous sommes dotés d'une feuille de route de transition environnementale et nous travaillons maintenant très fortement également à l'adaptation au changement climatique. De dire que le scénario central du GIEC, qui amène à plus 4 degrés d'ici 2100 en métropole, est probable. Et donc, il faut voir les conséquences sur la continuité des services publics et donc sur les bâtiments. C'est les premiers à avoir travaillé sur ces sujets-là, c'est par exemple l'administration pénitentiaire. Quelle est la conséquence d'été caniculaires sur des bâtiments assez anciens avec la surpopulation carcérale que l'on connaît. Mais c'est toutes les continuités des services publics qui sont menacées par des impacts du réchauffement climatique sur les bâtiments. Recul du trait de côte, retrait gonflement des argiles, îlots de chaleur urbains. 2 mots sur le fait que, face à un mur, je suis quand même un directeur de l'immobilier de l'État heureux puisque j'ai pu investir, nous avons pu collectivement investir depuis 2018 près de 4,4 milliards d'euros sur la transition environnementale du parc immobilier de l'État, avec à la fois 1 milliard d'euros sur la rénovation de cités administratives, 36 cités administratives, une logique d'enveloppe fermée qui est très efficace. Il faut savoir que ce plan a été décidé en 2018-2019. Nous finissons de livrer les dernières cités rénovées. Il y a 2 ou 3 projets qui ont été abandonnés, ce qui fait que si on regarde à isopérimètre, nous avons rénové les cités administratives pour un surcoût par rapport à ce qui était prévu en 2019 de 3%. Dans la même période, le coût du bâtiment, le BT01, a augmenté de 25%. Donc nous avons tenu le programme de manière très serrée. Nous avons par ailleurs bénéficié de 2,7 milliards d'euros de l'Union européenne dans le cadre du plan de relance. Là aussi, nous sommes en train de livrer les dernières opérations en tenant les budgets. Nous avons passé tous les audits de la Commission européenne, ce qui nous a permis d'avoir les remboursements, les 4 remboursements à ce titre-là. Et nous allons faire plus d'économies en gigawattheure que ce à quoi nous nous étions engagés initialement. Nous avions prévu entre 400 et 500 gigawattheures. On sera plutôt entre 500 et 600. Au total, ces investissements permettent 1,3 TWh d'économie d'énergie et l'économie de 375 000 tonnes d'équivalent CO2, soit 43 000 fois le tour de la Terre en voiture thermique, si quelqu'un voulait faire le tour de la Terre en voiture thermique. Le deuxième défi, c'est celui de l'adaptation aux nouvelles organisations du travail. Je leur dis 2 mots. À la fois la place du télétravail, mais aussi la place du numérique dans nos organisations, le développement du mode projet change la manière dont on s'organise. C'est commun à toutes les organisations tertiaires, c'est commun à tous les pays et tous mes homologues avec qui j'échange beaucoup. Ils voient une opportunité pour à la fois améliorer l'outil de travail des gens, améliorer leur manière de collaborer entre eux ou d'accueillir le public et réduire la taille du parc. On a un levier très fort là-dessus puisque, je rappelle ce qui était donné aujourd'hui pour les bureaux, le parc immobilier de l'État représente une surface de 25 mètres carrés par agent, là où dans le secteur privé, les opérations neuves qui sortent sont plutôt en dessous de 10 mètres carrés par agent, par salarié. Mais ce sont aussi les cibles que se donnent certains de mes homologues qui ont les mêmes missions régaliennes. C'est la cible que se donne le directeur finlandais ou canadien pour l'immobilier de l'État. L'immobilier de l'État est quand même soumis à des contraintes à la fois de représentation, des contraintes opérationnelles qui fait qu'on ne peut pas complètement caler les objectifs du privé. Mais la cible qui est fixée dans la circulaire de la Première ministre de février 2023 de 16 mètres carrés par agent me paraît raisonnable et atteignable, même sans imposer le flex office, qui a par ailleurs des vertus, mais je reviendrai peut-être dans les débats. Dernier volet que je voulais mentionner sur l'efficacité économique. Nous avons beaucoup travaillé sur la dynamisation du parc immobilier, notamment essayer de développer ces recettes pérennes grâce à notamment les loyers et les redevances perçues du domaine qui, l'année dernière et l'année précédente, ont dépassé 118 millions d'euros, là où elles étaient entre 90 et 95 avant 2019.
Ça, c'est une recette pérenne parce que l'autre fonctionnement, et les rapporteurs du CAS le connaissent, qui consiste à utiliser les recettes de cession pour faire les investissements, ça va, mais pour faire l'entretien du parc immobilier, n'est pas un acte d'excellente gestion. Donc, on préfère des recettes pérennes du type loyer pour financer des dépenses pérennes d'immobilier dans le CAS immobilier. On travaille aussi beaucoup à l'optimisation des dépenses de loyer. Vous voyez les résultats de l'année 2023. Révision et renégociation des baux nous ont permis d'économiser 109 millions d'euros en 2023. Nous avons des chantiers aussi sur les systèmes d'information, sur la politique RH. 13 000 personnes qui font de l'immobilier de l'État, donc essayer d'avoir une vision un peu correcte des forces que nous avons et des besoins en matière RH. Et j'en viens sur le dernier sujet qui est la réforme de structure. Cette réforme de l'organisation de l'immobilier de l'État a fait l'objet de très nombreux travaux. Elle a été annoncée une première fois en octobre 2018. Je n'ai pas fait d'archéologie plus ancienne, mais lors du CITP, Comité interministériel de la transformation publique, qui annonce ses travaux sur la foncière en octobre 2018. Depuis, nous avons fait plusieurs travaux. Nous avons notamment mené un benchmark européen qui était financé par la Commission européenne, qui montre l'organisation dans tous les autres pays européens. Pour faire simple, notre organisation, qui se caractérise par un éclatement, il y a 47 programmes budgétaires qui font de la dépense immobilière. Tous les ministères, tous les opérateurs ont des embryons ou des vraies structures immobilières qui tentent de couvrir tout ou partie des métiers de l'immobilier de l'État. Cette organisation très éclatée et qui, par ailleurs, amène à une certaine déresponsabilisation puisque aucun de ces gestionnaires n'est responsable de la valeur des actifs. Il y a une logique très budgétaire de la dépense annuelle. Donc cette organisation n'existe nulle part ailleurs. En fait, il existe dans les autres pays deux modèles d'organisation sur l'immobilier de l'État. Le modèle ultra dominant, et qu'il est de plus en plus, qui est celui de la foncière d'État. C'est le modèle qui existait avec une ou plusieurs foncières aux Pays-Bas depuis les années 20, qui s'est développé beaucoup dans les années 90, la Finlande, l'Autriche. Les Allemands ont créé la leur en 2005 et les Anglais en 2017. Pour voir. Généralement avec plusieurs foncières qui progressivement fusionnent dans un seul groupe. Par exemple, les Finlandais, étape ultime, ont regroupé dans le même Sénat de groupe la foncière civile et la foncière militaire. L'autre modèle, qui est par exemple celui des Canadiens, consiste à avoir un ministère des fonctions support qui centralise tous les crédits immobiliers. C'est un modèle recommandé dans une des missions IGF qui est très efficace en ce sens qu'il donne les pleins pouvoirs à mon homologue. C'est lui qui finance toutes les opérations immobilières. Donc quand il veut réduire les surfaces, il y arrive. Les ministères ont le droit de financer des opérations hors de ces crédits, mais ils doivent le prendre sur la substance, donc ils le font quasiment jamais. Mais c'est très déresponsabilisant pour les ministères. Donc je trouve quand même qu'il y a une moindre vertu à ça. Voilà les grands modèles qui nous ont amenés à proposer une réforme de l'organisation dont je suis prêt à discuter désormais. Voilà. Je ne veux pas être beaucoup plus long. C'est très bien. Merci beaucoup, monsieur le directeur. On va commencer par une série de questions. D'abord du rapporteur général, puis de Claude Nougin, rapporteur spécial de la mission transformation et fonction publique et du compte d'affectation spéciale immobilier de l'État. Et enfin, Florence Blatrix-Contat, rapporteur spécial de la mission administration générale et territoriale de l'État et qui a réalisé l'an dernier un contrôle sur l'immobilier de l'administration territoriale. Donc d'abord, monsieur le rapporteur général. Oui, merci, monsieur le président, et merci, monsieur le directeur, de votre présentation à la fois, je dirais, synthétique et dynamique. Et je confirme que sur les cités administratives, par rapport à ce qu'on a pu connaître ou ce qu'on peut connaître sur d'autres bâtiments administratifs, les dossiers ont bien avancé. J'en suis moi-même le témoin dans mon département pour Nancy. Mais j'ai deux questions qui à la fois élargissent par rapport à la problématique de l'immobilier de l'État et surtout de la manière dont l'État procède. On a en fait le compte d'affectation spéciale sur la gestion du patrimoine immobilier de l'État. C'est normalement c'est un instrument marginal pour la politique immobilière parce que
si on le rapporte à la valeur du patrimoine immobilier, le patrimoine immobilier, c'est près de 74 milliards d'euros. Et le CAS ne représente qu'un peu plus de 10%, 12% en moyenne annuelle si on fait 2014-2023. Et il y a notamment 2 autres programmes mobilisés par l'État, le 348, performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs, et avec l'action rénovation énergétique du programme 362 écologie. Donc par rapport à ce que vous avez évoqué et auquel je souscris, comment expliquez-vous ce que j'appellerais moi l'éclatement des vecteurs budgétaires avec, je dirais, différents dispositifs? Comment est-ce que vous parvenez à maîtriser de manière générale la gestion du patrimoine immobilier et de votre point de vue, est-ce que ça mériterait de connaître une nouvelle étape? Deuxième sujet sur ce qu'avait annoncé dans sa déclaration de politique générale notre Premier ministre le 14 janvier. Alors j'ai recherché la citation exacte puisqu'il a annoncé la création d'un fonds spécial entièrement dédié à la réforme de l'État, financé en réalisant une partie de ses actifs, en particulier immobiliers, qui appartiennent à la puissance publique, pour pouvoir investir, par exemple, dans le déploiement de l'IA dans nos services publics. Est-ce que vous pouvez nous présenter plus précisément les objectifs et les modalités de financement de ce fonds spécial, ainsi que son incidence sur le programme de cession mis en œuvre par votre direction? Quel est, à ce stade, le cadre législatif ou réglementaire dans lequel s'inscrit ce fonds spécial et quel est l'état d'avancement du projet? Merci. Claude Nougin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, merci pour votre présentation. Et lors des auditions au moment du PLF, j'avais beaucoup apprécié votre langage de vérité, parce que vous ne cachiez pas les nombreux problèmes et les nombreux défauts de cette gestion de l'immobilier de l'État. Donc déjà, quand il y a un bon diagnostic, c'est bien pour l'avenir, parce que au moins le problème est posé. Ceci dit, je ne vais pas refaire le rapport qui a été présenté dans cette commission à l'époque. Tout simplement, je voudrais aborder 3 problèmes et 3 questions. La première sur les cités administratives. Le programme se termine. Il y a eu un problème, ça a été un surcoût, mais qui n'est pas dû uniquement à des erreurs. C'est dû que c'était prévu en 2018 et ça a été réalisé avec plusieurs années de décalage, 2022, 2023, 2024. Donc il y a eu la période après Covid avec la folle inflation que nous avons connue. Donc ça fait exploser le coût de ces sites administratifs. Le budget initial était d'1 milliard. Est-ce qu'on peut savoir finalement ce que ça a coûté, puisque nous sommes pratiquement au terme de la réflexion de ces cités? Je pense que l'opération en elle-même a été bonne sur le plan énergétique, puisque un investissement correspond aussi des économies sur le plan donc des dépenses, évidemment avec des passoires thermiques qui ont été supprimées. Et pour la Commission des finances du Sénat, vous imaginez bien que c'est une bonne chose et une bonne direction. La deuxième question ou observation, c'est la foncière de l'immobilier de l'État pour la gestion du patrimoine. Alors, il y avait plusieurs choix entre des sociétés anonymes style SAS, où finalement c'est un EPIC qui a été choisi, un établissement public. Est-ce que malgré cela, même sur le fond, je ne remets pas en cause le fond, c'est un choix politique, on dira. Est-ce que l'immobilier de l'État doit appartenir à l'État ou à du privé? Chacun peut avoir sa solution. En tout cas, moi, ça ne me choque pas que ça appartienne à l'État. Mais est-ce que les vertus de la gestion privée ne sont pas, disons, annulées par ce choix de l'EPIC? L'idéal, ce serait peut-être l'EPIC avec les vertus de la gestion privée. Est-ce qu'on peut y arriver? Ensuite, il y a presque 100 millions, 97 millions exactement de mètres carrés qui sont gérés par cette future EPIC. On va avoir, je pense, un avis sur
la gestion de l'immobilier des collectivités. Est-ce que les collectivités territoriales qui ont 200 millions, le double de l'État, de mètres carrés, 200 millions de mètres carrés, je crois, est-ce que cela va suivre le même chemin avec une réorganisation semblable, ou est-ce que cela va être traité vraiment à part? Ça, c'est des questions qui se posent. Et puis, le dernier point, donc, c'est bien sûr les mutualisations d'implantation, grâce à cette foncière de l'État. Et puis, bon, la réduction du mètre carré par agent, oui, peut-être qu'il y a pas mal de gaspillage aujourd'hui. Il ne faudrait peut-être pas non plus... En France, vous savez, on a toujours un problème de balancier, nous. Quand il y a trop de laxisme, on veut le remettre au milieu, mais on va toujours de l'autre côté. On le voit en toutes les méthodes, que ce soit la justice, que ce soit l'administration, toujours pareil. Bon, on ne sait pas s'arrêter au milieu. On n'a pas de position centrale. On est toujours radical d'un côté ou de l'autre. Est-ce que là, passer de 25 mètres carrés, vous avez dit votre objectif c'est 16 mètres carrés, alors qu'à l'étranger ou dans le privé c'est 10 mètres carrés. Je pense que 16 mètres carrés serait plutôt un bon choix, parce qu'il faut quand même que les agents de l'État soient dans un espace confortable et qui est efficace pour leur travail, d'autant plus que beaucoup sont implantés en province, et 1 mètre carré à Paris et 1 mètre carré en province, c'est pas pareil. Peut-être sur le plan chauffage ou climatisation, oui, mais pas sur le plan foncier et valeur foncière, vous le savez. Et donc, ce serait bien de s'arrêter à 16 mètres carrés. En revanche, il y avait une chose qui m'avait surpris complètement lors de l'audition au moment du PLF, c'est que vous aviez dit, et est-ce que donc j'ai bien entendu, c'est ça qu'il faudrait que vous me confirmiez, que 60% des surfaces de bureaux de l'immobilier de l'État étaient vides pendant les journées de travail. Je ne parle pas pendant la nuit, je ne parle pas pendant le mois d'août, je parle pendant les journées de travail, 8h, 20h, on va dire, 60% des bureaux sont vides. Est-ce que j'avais bien compris? Merci de me le préciser, ou si j'avais un problème d'oreille, je ne sais pas. Parce que ça m'a tellement surpris que je souhaite que vous le répétiez devant la commission. Et donc, je pense que là, il y a vraiment des économies à faire, évidemment, même si ce chiffre n'était pas tout à fait exact, mais vous allez nous le dire. Et je pense que, dans la mesure du possible, il vaut mieux avoir des bureaux pour nos agents plutôt que de recourir au flex office. On le voit dans certains pays étrangers. Et donc là, ou même, je sais que c'est à la mode dans le privé, mais dans le public peut-être encore moins, que même des directeurs de services n'ont pas de bureau. Et c'est votre cas, oui, pensez à vous, quand vous l'aviez dit, vous n'avez pas de bureau, et vous promenez, je crois, d'un bureau à l'autre en fonction des disponibilités. Je suis de la vieille école peut-être, mais je pense que ce n'est pas forcément un choix à faire. Merci, monsieur le directeur. Merci. On va reprendre une dernière série de questions de Florence Blatrix-Contat. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, donc, lors de mes travaux sur l'immobilier de l'État, l'administration territoriale de l'État conduit l'an dernier, nous avions constaté l'état particulièrement dégradé de l'immobilier de l'État territorial, souvent sans travaux depuis très longtemps ou essentiellement d'ailleurs des travaux d'urgence. La note moyenne obtenue par les différents bâtiments de l'ATE est relativement faible, 12,2, et surtout 16% des bâtiments de l'ATE sont considérés aujourd'hui comme peu conformes. En plus, concernant la rénovation énergétique, la dette grise des bâtiments de l'ATE est extrêmement importante. Par ailleurs, l'ATE, malgré des surfaces importantes, a recours à des locations et les loyers pèsent beaucoup sur le budget de l'immobilier de l'État territorial. Par ailleurs, petit aparté, je partage les propos de mon collègue sur la réduction des surfaces. On ne peut pas comparer en effet une réduction de surface dans des immobiliers neufs comme les cités administratives ou comme dans des préfectures ou avec une structure bâtimentaire qui fait qu'il n'est pas aisé de réduire facilement. Et je partage l'idée du balancier. Peut-être ne faudrait-il pas aller trop loin en la matière.
Donc, sur l'immobilier de l'État territorial, au-delà de la rénovation des cités administratives qui a permis d'améliorer la situation, quelle est la future programmation pour améliorer sensiblement la qualité de travail des agents et surtout la rénovation énergétique de ces bâtiments pour réduire la dette grise. Mes autres questions porteront sur la foncière de l'État, sur laquelle nous nous sommes interrogés, et notamment sur la question de la mise à disposition des biens sur l'immobilier de l'État qui en réalité souvent appartiennent aux collectivités territoriales. Donc si la foncière devait prendre la forme d'une personne morale distincte qui bénéficie du transfert de propriété, comme cela a été prévu d'ailleurs par une mesure censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi de finances 2025, les biens mis à disposition par les collectivités ne pourraient pas être automatiquement couverts par ce transfert de propriété, puisque par définition, ils appartiennent aux collectivités. Donc, pour permettre un tel transfert à la foncière et la perception de loyer, il serait sans doute nécessaire de réviser les conventions de mise à disposition de ces biens. Donc, avez-vous analysé les possibilités, les coûts de cette révision de convention? Avez-vous un ordre de grandeur? Et par ailleurs, parmi les biens mis à disposition par les collectivités, quelle est la part représentée par ceux qui relèvent du domaine public et dont le transfert nécessite en outre une procédure de déclassement? Et une autre question sur la gouvernance de la foncière. Mon rapport de contrôle soulignait la nécessité de maintenir une organisation cohérente au niveau territorial. Ainsi, l'ensemble des décisions stratégiques devraient continuer à être prises au niveau régional. On pensait en particulier aux préfets de région en concertation avec les préfets de département. Et je recommandais donc de confier aux préfets de région la prise de décision concernant les orientations stratégiques de la foncière au niveau régional et en déclinaison avec les préfets de département au niveau départemental. Donc, quelles sont vos recommandations en matière de gouvernance et quelle pourrait être la répartition des compétences immobilières aux différents échelons de décision? Je vous remercie. Merci. Alors, pour reprendre dans l'ordre, sur l'éclatement des financements, il est encore plus massif. Comme je disais, il y a 47 programmes budgétaires qui supportent de la dépense immobilière. Les trois que vous mentionnez à la main de la direction de l'immobilier de l'État, il y en a un qui va s'arrêter, qui est le programme 362, puisqu'il n'apportait que les crédits du plan de relance. Et nous sommes au rendez-vous de la réalisation du plan de relance. Donc, il restera peut-être quelques dernières réclamations d'entreprises du BTP, mais on saura gérer ces queues de comète. Donc, celui-là va disparaître. Le CAS immobilier, comme je l'ai dit, a une vertu, c'est qu'il permet de recycler tous les gains de l'immobilier pour l'immobilier à 100%, et notamment me permet de donner environ 160 millions d'euros aux préfets de région et aux secrétaires généraux de ministère pour un minimum d'entretien courant. Mais si vous faites le ratio au mètre carré, on voit qu'on est très loin du besoin. Et le 348, ce programme, lui, permet, malheureusement, j'allais dire, sous la forme de l'appel à projet, d'avoir un impact de transformation et d'accélération sur les opérations les plus urgentes et à plus fort impact. C'est vraiment la logique qu'on a eue. L'appel à projet, il est fatigant pour tous les services parce qu'il faut répondre et que généralement, je finance un projet sur 6 ou 7 candidats. Il me permet, en termes d'allocation des moyens, de ne pas faire de bêtises et de faire des investissements sans regret en prenant ceux qui ont le plus fort retour sur investissement, soit financier, soit en tonnes de CO2 évitées par euro investi. Ce n'est pas satisfaisant. Et donc, je pense qu'il y a besoin effectivement d'avoir un système qui permet de garantir notamment la valeur des actifs, qu'ils ne se dégradent pas, parce que c'est ça le risque principal d'une logique budgétaire. Et je reviendrai un peu sur la question que vous avez sur la future programmation. Mais le premier constat, c'est que je suis le seul propriétaire massif en Europe, privé ou public, qui n'est pas capable d'avoir un plan pluriannuel d'investissement. Nous faisons des à-coups. Nous avons tout d'un coup le plan de relance et un vrai impact grâce au plan de relance européen, le plan cité administratif et un vrai impact sur les cités administratives. Mais une vraie stratégie de plan pluriannuel d'investissement n'est pas possible dans notre structure budgétaire actuelle. On a, et je reviendrai sur votre question, du coup, comment on fait? Quels sont les outils à notre main? Le premier outil que nous avons à la direction immobilier de l'État, c'est de forcer les ministères et les préfets de région à définir une stratégie.
Donc ce sont les schémas pluriannuels de stratégie immobilière des administrations centrales et des opérateurs. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai qu'un peu moins de la moitié des opérateurs qui ont un SPSI validé par nos soins. Et les préfets de région établissent des schémas directeurs immobiliers régionaux. Nous venons de valider tous les schémas directeurs immobiliers régionaux de métropole. Et là, nous pouvons vérifier qu'il y a bien un état des lieux, une stratégie d'intervention et une priorisation des opérations immobilières. Donc, premier rôle de la direction immobilière de l'État, vérifier que tous les acteurs ont une stratégie. Deuxième élément, fournir des outils techniques. Donc, nous animons la communauté de l'immobilier de l'État en ayant une stratégie sur la transition environnementale, mais ça va dans les choses très techniques, comment on applique le décret d'IBAX sur la gestion technique des bâtiments, comment on utilise le jumeau numérique et la maquette numérique dans les opérations immobilières de l'État. Voilà, on va animer les communautés, comment on prend la transition environnementale. Et enfin, on a une procédure de labellisation des opérations, où quand un ministère veut faire une grosse opération, principalement dans l'immobilier tertiaire banalisé, il doit être labellisé en conférence de l'immobilier public. Et là, on va vérifier la performance énergétique, la performance de densification de l'opération. Ce sont nos leviers. Il y a beaucoup de choses qui échappent, donc on essaie de réformer un peu cette labellisation. Mais c'est ce qui nous a permis quand même de faire de gros progrès dans les années récentes. Autre question sur le fonds de modernisation. Alors je ne pourrais répondre qu'à une partie, puisque c'est la direction de la transformation publique qui est à la conception de ce fonds, et je pense qu'il trouvera sa matérialisation dans le PLF 2026. Moi, je suis là dans un des axes de mobilisation de recettes pour ce fonds de modernisation, puisque le Premier ministre parle de réalisation d'actifs, notamment immobiliers. Pour ça, j'allais dire, c'est une décision purement politique. Mon métier, moi, et à partir du moment où un bien n'est plus utile aux missions de service public, c'est de le valoriser au mieux. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que l'État a l'outil de la cession. Il a utilisé des outils un peu plus sophistiqués, par exemple des baux amphithéotiques de très longue durée où l'État conserve la propriété du foncier et peut transférer des droits réels, ce qui est un peu mieux. Mais des choses que la Poste Immobilier sait très bien faire, que sont des opérations de copromotion ou de création de valeur sur des terrains, l'État aujourd'hui n'est pas outillé pour le faire. Donc on perd un peu des leviers de création de valeur. Après, sur les cessions elles-mêmes, il faut voir qu'il y a une mécanique. Grosso modo, mon plan de cession des 2 ou 3 années à venir correspondent à des décisions d'investissement d'il y a 5 ou 6 ans. Le temps de décider d'investir sur un bâtiment, les cités administratives, de faire le programme, de faire les travaux, de finir les travaux, de faire le déménagement des services et donc de libérer des actifs. Et c'est cela qu'on va valoriser. Et l'étape ensuite, c'est qu'il faut discuter avec les collectivités locales, parce qu'on a souvent des actifs qui sont centraux, très importants dans l'aménagement urbain. Et donc, l'État ne peut pas être un gestionnaire d'actifs comme les autres. Il doit avoir une logique partenariale dans la manière de valoriser ses actifs, avec parfois des intérêts non pas divergents, mais à aligner entre la défense patrimoniale de l'État, qui est ma mission, et celle d'une vision de l'aménagement de la ville, qui est celle de l'élu. Donc ça prend parfois du temps pour sortir des opérations ainsi plus pertinentes. Donc l'accélération, en tant que telle, c'est plutôt tirer la meilleure valeur des biens qui sont devenus inutiles à l'État, et c'est ça que me demande le Premier ministre. Sur le coût des cités administratives, c'est ce que j'ai dit, le programme était à 1 milliard d'euros, plus quelques crédits de la direction de la fonction publique qui a financé des restaurants administratifs ou des crèches, qui venaient en plus, mais c'est marginal. Nous tenons le milliard d'euros. Il a été décidé en 2018, nous tenons le milliard d'euros, donc zéro dérive. Tout est exact. Il me manque à trouver le financement dans mes derniers atterrissages d'1,2 million d'euros. Je pense que j'y arriverai. En revanche, ça s'est fait avec 3 opérations qui ont été abandonnées par décision des préfets. Ça correspond à 3% du coût. C'était des petites opérations. Donc la dérive, globalement, c'est 3%. Le coût du bâtiment avec la crise Covid, la guerre en Ukraine, c'est plus 25%. En fait, la logique très pertinente, c'est que le Parlement m'a donné une enveloppe fermée que j'ai tenue. Et donc à chaque fois qu'un maître d'ouvrage venait en me disant « on a des surcoûts », à Nancy, on a trouvé des tas de problèmes dans les fondations. Donc on a dû, c'est la vie des chantiers. J'ai dit, qu'est-ce qu'on change dans le programme pour tenir l'enveloppe? Et on a tenu l'enveloppe. Donc il y a une vertu à ça.
J'en viens à la foncière. La question du statut SA ou EPIC, c'est effectivement une décision du gouvernement de choisir l'EPIC. Il faut savoir que toutes les foncières de mes homologues fonctionnent sous forme de groupe, avec une capacité à avoir une holding de tête et ensuite des filiales. Pourquoi ça? Parce qu'on peut y loger soit des actifs qui correspondent à une typologie d'actifs, quelque chose qui aujourd'hui n'est pas du tout dans le pilote, mais on a une grosse question stratégique sur les centres de vacances des ministères, qui correspondent moins en moins à une demande, qui ont des gros besoins d'investissement. On pourrait très bien les loger et ouvrir le capital à un acteur du tourisme social, par exemple. Il y a des choses qui sont possibles. De même, on peut avoir des filiales géographiques, et vous parliez de l'immobilier des collectivités locales. J'avoue, modestement, j'ai déjà beaucoup de difficultés à gérer l'immobilier de l'État. Je ne vais certainement pas aller dire aux collectivités locales comment elles doivent gérer leur immobilier. Je crains aussi, si on veut faire un énorme outil unique, qu'on se heurte à des problèmes de gouvernance assez insolubles. En revanche, la structure d'un groupe permet d'être très plastique. Il se trouve que, par exemple, j'ai un président d'une communauté urbaine qui est venu me voir, qui doit relocaliser ses services de la communauté urbaine. On peut très bien dire on va investir ensemble dans un actif. On peut créer une filiale commune 50-50, État et la communauté urbaine. On achète ensemble ou on rénove ensemble un bâti, ou on colocalisera les services des directions départementales de l'État et ceux de la communauté urbaine. On peut tout faire. Donc c'est ça que ça permet. Entre SA et EPIC, il faut savoir que l'option était une SA détenue à 100% par l'État. Il y a, je crois, des sujets de puissance publique qui fait qu'il y a un souhait de conserver la maîtrise complète de la SA. L'EPIC a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on peut transférer le domaine public à un EPIC, alors qu'on ne peut pas le faire à une société anonyme. Donc ça permet à l'EPIC de gérer à la fois le domaine public et le domaine privé. Dans le pilote qui était envisagé, le domaine privé représentait 80% des actifs et le domaine public 20%. C'est à peu près ça la proportion. L'EPIC permet aussi d'accueillir des fonctionnaires en détachement. Et donc, au départ du pilote, il n'était pas prévu de transfert de fonctionnaires, mais dans son déploiement général, il y aura des questions qui se posent potentiellement, et on peut les affecter dans un EPIC qui est un établissement public, ce qu'on ne peut pas faire dans un SA. Mais on peut imaginer que le EPIC ait des filiales SA pour un investissement ou un sujet. Voilà. C'est un peu ça la structure qui était envisagée. Sur la mutualisation des espaces et le risque de balancier, j'ai beaucoup de risques au-dessus de ma tête. Celui-là ne me paraît pas très puissant, le fait d'aller trop loin dans l'optimisation des espaces. Et aujourd'hui, il faut savoir une chose qui explique pourquoi il n'y a pas cette densification, c'est que contrairement à 15 des 20 pays européens que nous avons regardé dans le benchmark, il est gratuit pour les administrations d'occuper les bâtiments de l'État. Il n'y a que 5 pays où c'est le cas, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, la France et l'Italie. Dans tous les autres, les administrations payent. Vous êtes patron d'une structure publique, quelle qu'elle soit. Vous avez un ministre qui vous met des pressions politiques pour atteindre des objectifs. Optimiser vos surfaces, ça veut dire faire un travail de dialogue social, faire un travail avec vos managers, réfléchir d'organisation, partir dans des travaux. Pendant ce temps-là, vous risquez de vous défocaliser de votre mission et vous n'avez pas de gain puisque vous n'avez pas d'économie, puisque c'est gratuit. Donc les seuls qui le font, c'est ceux qui sont convaincus, et je suis convaincu de ça, que l'immobilier a un impact sur la manière dont on travaille. Et donc, c'est des patrons, je peux citer un recteur, des préfets, qui veulent changer la manière de travailler, changer la manière d'interagir avec le public, et qui utilisent les projets immobiliers pour transformer en fait leur fonctionnement. Mais aujourd'hui, il faut vraiment être convaincu pour le faire. Il n'y a aucune incitation. Donc, ma conviction, c'est que les moins 25% à ISO-organisation ne se passeront pas si on ne change pas la manière de s'organiser, les moins 25% de surface. Sur la partie, oui, les 60% vides, je pense que si on mettait des capteurs pour mesurer ce que font certaines administrations, en présence, on serait peut-être même en dessous. Ce n'est pas une anomalie, elle se retrouve dans beaucoup d'organisations tertiaires, elle se retrouve chez beaucoup de mes homologues, mais faites un calcul rapide. Si vous avez... Il y a eu beaucoup de questions du télétravail. Le télétravail, on commence à avoir les premières études sur l'impact du télétravail sur la productivité des organisations tertiaires. On s'aperçoit qu'il y a sans doute une courbe en cloche. C'est-à-dire que quelques jours de télétravail augmentent l'efficacité et la productivité des organisations parce que ça correspond à un désir individuel de maîtrise de son temps de travail. Et donc,
avoir ces degrés de liberté de jour où je peux travailler de chez moi, je peux m'organiser, se traduit par un plus fort engagement, par un plus fort bien-être au travail des gens qui en bénéficient. Et puis au-delà de, alors ça va dépendre des organisations et des métiers, de 2 jours, 2 jours et demi, l'impact sur le collectif, l'impact sur l'intégration des nouveaux, l'impact de productivité de toute l'information qui circule en marge d'une réunion ou autre, l'emporte sur ces gains-là, et on a des choses négatives. Donc, beaucoup d'organisations laissent du télétravail à 2 jours dans ces eaux-là. À 2 jours de télétravail, plus les congés, plus vos temps de formation, plus vos temps de mission, mécaniquement, vous n'êtes pas dans votre lieu principal de travail 60% du temps déjà. Et c'est même plus. Si vous ajoutez à ça, après, si vous mesurez au siège, moi, mon bureau, je le mesure pour le coup, et celui de mes directeurs aussi. Nous, on a fait le test. On n'a que 8 bureaux pour 10, donc on est déjà en train de se les partager. Ils sont occupés physiquement 15% du temps. Parce qu'on est en réunion, on est sur le terrain, on est avec les équipes, on est en entretien. Et donc, si je me l'attribue, moi, je savais que j'étais quelqu'un de très important à Bercy, parce que j'avais 6 travées de fenêtres. C'est un signe tangible de mon importance. Ces 6 travées de fenêtres, c'est beaucoup de mètres carrés à Paris, qui valent effectivement très cher, qui sont paralysés 85% du temps, qui ne bénéficient pas à mes équipes. Donc ce que font toutes les organisations, c'est qu'ils font, excusez-moi pour le mauvais français, de l'activity-based workplace, c'est-à-dire de dire on n'a pas un bureau qui est statutaire, ce qui est le réflexe des administrations, c'est je prends un organigramme très vertical, je mets le grand chef dans un grand bureau au dernier étage, le moyen chef dans un moyen bureau, et je tasse boucle d'or au rez-de-chaussée dans moins en moins de mètres carrés. On parle de ce que font les gens. Est-ce qu'ils se concentrent? Est-ce qu'ils reçoivent du public? Et donc moi, je pars de mon métier. Mon métier, c'est d'abord de mobiliser mes équipes, de recevoir des préfets, des directeurs d'administration centrale, des patrons d'entreprises du BTP. Donc j'ai un salon pour recevoir des gens correctement. J'ai un endroit pour mobiliser mon équipe, j'ai un endroit pour faire des entretiens. Quand je fais du mail à la chaîne, je reste accessible pour mes agents. Ça, c'est mon besoin. Donc l'idée, et je pense qu'il y a énormément de densification possible à faire dans tous les métiers, c'est de partir des métiers de est-ce que vous recevez du public ou pas? Est-ce que vous avez besoin de traiter de l'information confidentielle ou pas? Est-ce que vous travaillez en mode projet ou pas? Et quand les gens veulent bien faire ça, les capacités à réduire sont massives. Et on a encore ce gisement-là. Et pour revenir, sur 1 mètre carré à Paris ne vaut pas 1 mètre carré en province, c'est vrai en termes de valorisation. Mes recettes viennent principalement de cessions franciliennes. Ce n'est pas vrai en coût d'adaptation et de transition environnementale et de remise aux normes. L'amiante, le désamiantage, il vaut un petit peu plus cher à Paris, sans doute, mais pas massivement plus cher à Paris qu'en province. Et il faut que je fasse ce désamiantage. Obtenir les niveaux de performance du décret tertiaire, ça coûte un peu plus cher à Paris parce que le coût du BTP est un peu plus cher, mais pas massivement plus cher. Ce qui coûte cher, c'est d'obtenir le bon niveau de performance. Donc ça, c'est de la dépense évitée, en fait, cette réduction de surface. Sur la TE, en fait, je rejoins votre point. Il faut savoir que l'immobilier de l'administration territoriale est aujourd'hui structurellement non financé dans le programme 354 dans les dépenses d'investissement. Donc on a une impasse sur ce sujet-là qui a pu être... On a pu pallier cette impasse avec notamment le milliard sur les cités administratives. On a quand même résolu avec des très grosses opérations à plein d'endroits. Je reviens sur la mise à disposition des biens. C'est sûr, sur la foncière ne pourra pas se voir transférer les biens des collectivités locales. L'État, pour le coup, ne peut pas transférer des biens qui ne lui appartiennent pas. Donc, on peut imaginer, on a travaillé sur ces scénarios, de dire que pour avoir une vision d'ensemble, comme l'État dans les biens, par exemple, si je pense aux préfectures, qui appartiennent au département, pour la plupart, mais où l'État assume toutes les dépenses du propriétaire. L'État peut très bien donner, sans transférer la propriété, une convention de gestion à la structure pour lui dire gérez-moi mes engagements à la titre de dépenses de l'État, du propriétaire, pour avoir une vision intégrée. Parce que derrière le but de cette structure à créer, il y a l'idée d'une professionnalisation. C'est d'avoir, au lieu d'avoir un éclatement où toutes les fonctions immobilières en fait sont sous critique, d'avoir une structure qui peut avoir des vrais professionnels de l'immobilier. Et oui, le but est bien celui-là, c'est d'avoir une maîtrise par l'État dans une structure qu'il détient à 100%, mais avoir une capacité, un EPIC recrute dans le privé, peut avoir les meilleurs professionnels
Il ne les payera peut-être pas autant qu'une foncière privée et autres, mais on a le sens de l'intérêt général qui me permet d'attirer des talents qui veulent contribuer au bien commun. Donc nous pouvons avoir, avec une structure professionnelle, une professionnalisation de la fonction immobilière et un alignement sur les meilleures pratiques du privé. C'est l'objectif, en tout cas, que nous avions. Et enfin, dernière question, sur la gouvernance au niveau local. C'est un des points clés sur lesquels nous travaillons. Je pense qu'il faut aller au bout d'une logique. Il y a des parts de rupture dans la réforme qui était proposée, mais il y a aussi une part de continuité. Les réformes 2007 et 2016 consistent à clarifier le rôle de l'État propriétaire par rapport à l'État occupant. Et par ailleurs, il y a l'État stratège. Je pense qu'au niveau local, je suis favorable à une déconcentration. L'immobilier se gère au plus près des terrains. Dans cette déconcentration, c'est bien au préfet de région de dire quelle est la stratégie d'implantation de l'État. Et ça, il le fait dans les schémas directeurs immobiliers régionaux. Je pense que le préfet, pour ça, doit recevoir des objectifs du ministre chargé des domaines qui doit lui dire « je veux la réduction de surface, je veux la décarbonation », qui donne des objectifs politiques, à lui de voir comment il le traduit dans son territoire, quitte à ce qu'il prenne des décisions, et c'est un élément clé, qui ne plaisent pas aux administrations centrales et aux opérateurs. Si je fais simple, un opérateur sur le territoire, il faut que le préfet puisse dire « eh bien, vous arrêtez d'avoir votre bâtiment à vous plus optimal, vous rejoignez la cité administrative, comme ça vous bénéficiez de l'accueil commun, de la gestion commune de la logistique, et on a un impact réduit. » Donc c'est vraiment au préfet de région de prévoir la stratégie. En revanche, il faut bien qu'il y ait des professionnels de l'immobilier, et ça c'est à voir comment, qui lui disent quel est le coût associé à chacune des stratégies. Dire je veux être dans 3 sites dans telle ville ou un seul site, ça n'a pas le même coût. Et donc il faut des gens pour objectiver ça, pour que le préfet puisse prendre sa décision en ayant les meilleurs chiffrages de professionnels immobiliers, et puis quelqu'un qui le mette en œuvre après, de manière professionnelle. Une fois qu'il a dit je veux remettre tout le monde à la cité administrative, faut réussir l'opération. Donc ça, c'est vraiment important. Je reviens sur un dernier point que je n'ai pas mentionné sur la densification. Je n'ai pas peur qu'on surdensifie nos bâtiments. 2, je pense que c'est vraiment un objectif majeur de politique publique. Je vous dis, pour moi, c'est la condition à la réussite de la décarbonation. On n'arrivera pas à investir sur tous les bâtiments. Et deuxièmement, ça contribue à d'autres politiques publiques. Si on fait les moins 25% de bureaux dans les 10 ans, c'est 5 millions de mètres carrés de bureaux à rendre. Ces bureaux ne seront pas des bureaux. Massivement, il y a un surplus, vu les organisations, de bureaux sur le marché tertiaire. Mais ce sont des mètres carrés déjà artificialisés qui peuvent servir pour le logement, qui peuvent servir pour la logistique du dernier kilomètre, qui peuvent servir pour les activités économiques. Et donc, on peut contribuer à ce que les politiques, par exemple, de zéro artificialisation nette, soient plus acceptables et plus faciles ou moins difficiles à mettre en œuvre au niveau local, en redonnant des mètres carrés dont l'État, objectivement, n'a pas besoin. Merci. Je vais prendre une série de questions. J'ai 5 inscrits. Michel Canevet, Hervé Moret, Jean-Marie Nison, Raphaël Daubet et Pascal Savoldelli. On commence par Michel Canevet. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le directeur de l'immobilier de l'État parce qu'il me semble qu'il y a effectivement une vraie volonté de faire évoluer les choses et nous l'apprécions car cela est nécessaire effectivement. Alors ma première question, c'est tout d'abord de savoir si la cible de 16 mètres carrés que vous avez évoquée tout à l'heure est suffisamment ambitieuse au regard des 4 autres exemples que vous avez cités dans votre présentation et qui visent un objectif d'occupation des locaux un peu inférieur. Je voulais ensuite évoquer la question des opérateurs. Est-ce que l'ensemble des opérateurs sont bien intégrés dans le périmètre de ce que vous suivez, tout simplement parce que nous avons eu l'occasion ici à plusieurs reprises d'évoquer l'opération qui est en cours du côté d'Austerlitz, où 50 000 mètres carrés pour un coût d'1 milliard, soit 20 000 € le mètre carré, sont en cours de construction pour un opérateur de l'État, sachant que seule une partie des mètres carrés construits sont susceptibles d'être occupés par le dit opérateur de l'État. Et en se
pose la question de savoir pourquoi est-ce que tout cela n'est pas mieux organisé en quelque sorte. Ensuite, il y a la question des universités où on voit sur le terrain que le patrimoine est en relatif mauvais état. Et le problème vient sans doute de l'incapacité qu'ont les universités à pouvoir elles-mêmes gérer leur patrimoine et à emprunter, par exemple, pour prévoir l'avenir. Parce qu'il est nécessaire de pouvoir réaliser des travaux d'économie d'énergie, mais elles n'ont pas la capacité d'emprunter. Donc, les universités fonctionnent avec des bâtiments qui sont anciens. Les gendarmeries, c'est un peu pareil. Hein. Nous avons tous dans nos départements des gendarmeries qui nécessiteraient des investissements importants. Et là, on a l'impression que les opérations traînent un peu, qu'il est difficile de pouvoir les concrétiser, alors même que des schémas ont été déjà élaborés. Est-ce que vous avez des idées de ce qui pourrait faire avancer les choses effectivement? Et puis, je voulais aussi évoquer la question de la mise à disposition d'un certain nombre de locaux. Est-ce que dans le patrimoine qui a été évoqué, qui montre bien qu'une bonne partie des locaux sont disponibles, et il se trouve que dans l'opinion publique, il y a l'occupation des locaux par un certain nombre d'acteurs qui prêtent à interrogation. Je vais citer un exemple, hein, les anciens présidents de la République. Pourquoi est-ce que c'est pas l'État dans son patrimoine qui met des bureaux à disposition des anciens présidents de la République plutôt que de louer à des coûts extrêmement élevés qui émoustillent toute la population des locaux ici et là? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis je veux terminer par la question de l'entretien et de la maintenance. Est-ce qu'il n'est pas souhaitable qu'il puisse y avoir une simplification de la commande publique pour pouvoir assurer de meilleures conditions d'entretien et de maintenance de l'immobilier d'État sur l'ensemble du territoire? Merci. Hervé Moret. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, mes chers collègues. Je reviens à mon tour un instant sur les 16 mètres carrés. Je crois qu'aujourd'hui, on est plutôt autour de 40 mètres carrés, si je suis bien informé. Donc plus de 2 fois l'objectif. Comment vous comptez arriver à cet objectif? Par quels moyens et sur quelle durée? Une autre question peut-être sur la manière dont vous mettez en vente vos biens. Est-ce que vous passez systématiquement par les domaines ou il y a d'autres méthodes pour mettre sur le marché les biens immobiliers de l'État? Et pour être un peu direct, est-ce que vous savez vendre en termes de prix? Autrement dit, est-ce que vous vendez au prix du marché ou est-ce que, comme on a parfois le sentiment, peut-être à tort d'ailleurs, quand on achète à l'État, on fait une bonne affaire? En tout cas, il semblerait que quand on loue à l'État, on fasse parfois une très bonne affaire. Il y a eu beaucoup d'articles ces derniers temps sur la Maison de l'Amérique latine, qui est louée 6 € du mètre carré. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que la Maison de l'Amérique latine, c'est pas très loin d'ici. C'est 2000 mètres carrés en plein cœur de Paris, avec un parc d'1 hectare. Et apparemment, la Banque de France, qui en est propriétaire, ne s'est jamais vue autorisée à vendre ce bien. Vous nous direz certainement pourquoi. La foncière, je pense que c'est une très bonne idée. Maintenant, pour rebondir sur votre propos de tout à l'heure, est-ce que ce sera suffisant dès lors que les ministères continuent à ne pas payer, ou en tout cas ne pas se voir imputer le coût des locaux qu'ils utilisent? Est-ce que l'étape suivante, c'est pas d'imputer au ministère le coût des locaux qu'ils utilisent pour les responsabiliser? Et dernière question, vous disiez que c'était les préfets de région qui fixaient les objectifs par voie de directive. Est-ce qu'il ne faudrait pas, pour s'inscrire davantage dans le long terme, avoir une espèce de loi de programmation qui fixe des objectifs en termes de réduction des surfaces, en termes de priorité notamment? Voilà les quelques questions que je vais vous poser, Monsieur le Directeur. Merci. Jean-Marie Nizon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, vous avez mentionné tout à l'heure dans les principaux leviers pour atteindre vos objectifs que vous souhaitiez agir sur la sobriété foncière. À ce titre, vous envisagez de vous séparer de 25% des surfaces de bureaux dans les 10 prochaines années. Première question, est-ce que les collectivités occuperont une place particulière dans le processus de vente? Deuxièmement, vous ne mentionnez que la vente de biens immobiliers construits, bâtis.
vous ne mentionnez pas la vente de biens immobiliers non bâtis. Or, l'État possède quelques 31 000, je crois, terrains. Et lorsque des communes souhaitent acheter notamment des terrains militaires, elles se heurtent à une nébuleuse. Elles n'ont jamais de réponse ou des réponses dilatoires. Elles ne s'en sortent pas et on perd beaucoup de temps. Est-ce que vous avez un conseil à me donner pour que je le répercute sur les maires et présidents d'EPCI de mon département afin qu'on en sorte de cette impasse? Merci. Merci. Raphaël Daubet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Merci beaucoup pour votre présentation. Très claire, très intéressante. J'ai eu beaucoup de questions identiques à celles de mes collègues qui viennent d'être posées. Moi, je m'interrogeais aussi sur ces cessions. Si mon calcul est bon et si on extrapole en fait le prix au mètre carré de ce que vous avez vendu en 2024, on peut imaginer récupérer 25 milliards d'euros à peu près dans ces cessions, puisque je calcule que vous êtes à 1 000 euros le mètre carré sur les cessions. Alors évidemment, il y a une disparité territoriale et des marchés très différents, donc ça reste à voir, mais je veux bien votre avis là-dessus. Sur la question du calendrier, donc on parle de 10 ans, on a bien compris que le plan de cession se fera aussi au fur et à mesure des déménagements, c'est logique, mais est-ce que vous avez quand même des chiffres différentiels entre les bâtiments qui sont aujourd'hui occupés et ceux qui sont déjà des friches inoccupées? Il y en a quand même de l'immobilier de l'État vacant, qui eux pourraient être vendus rapidement, sans attendre un déménagement. Ce qui m'amène à poser la question de la procédure aussi, et des procédures que vous mettrez en œuvre. Comme mon collègue, je pose la même question sur l'efficacité de ces procédures et les outils qui seront utilisés. Vous avez parlé tout à l'heure du bail amphithéotique, par exemple, mais comment accélérer, c'est vrai, les procédures? Moi, pour avoir, dans mes fonctions précédentes, voulu faire des acquisitions de biens immobiliers de l'État, ça a été très compliqué d'identifier rien que l'interlocuteur au sein de votre direction ou d'autres, je pense aussi aux friches militaires, difficile de savoir à qui s'adresser, avec qui faire la transaction. Quelles sont les cibles? Alors on a bien compris là aussi que ce sont les collectivités locales pour partie, en tout cas ça sera forcément un des bénéficiaires logiques et utiles et pertinents de ces cessions, mais il faut prévoir des accompagnements, parce que il y a quand même des bâtiments qui exigent des travaux de restructuration tellement importants que céder à des collectivités locales qui se trouveront par la suite en faillite, incapables de rénover, ça serait pas utile. Donc ça veut dire, est-ce que vous avez aussi une réflexion au niveau de l'État avec les autres directions, ministères? Est-ce qu'il y a une stratégie d'ensemble qui permettra d'accompagner les collectivités locales dans ces cessions? Et enfin, un mot sur la question de la maille du préfet de région, qui vous semble la meilleure. Moi, ça me paraît quand même assez éloigné des territoires, mais je comprends aussi, je crois comprendre que peut-être les préfets de département, eux, sont au contraire certainement trop près des opérateurs et des services pour pouvoir apporter la bonne stratégie. Mais je veux bien, là aussi, vous entendre sur mon inquiétude de l'éloignement des préfets de région. Merci. Pascal Savoldelli. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Directeur. Bon, à titre personnel, c'est pas un sujet que je maîtrise beaucoup, mais en écoutant votre présentation, je me dis il y a déjà, on peut déjà avoir du recul, puisqu'en gros, en fonction, quand je regarde ce qui nous est proposé avec cette foncière publique, c'est exactement le modèle économique est comparable à ce qui s'est passé à la Poste et à la SNCF, c'est-à-dire des loyers internalisés, des contractions de surface. Et je pense, en vous écoutant et en écoutant mes collègues, là, il faut qu'on ait un travail dans la dentelle. C'est des bâtiments très différents, avec des usages différents. On a un patrimoine qui a 30, 40 ans, et d'autres un patrimoine qui a des fois des siècles. Enfin, je veux dire, je pense que, voilà, je pense que c'est un sujet qui est pas facile à aborder, en tout cas pour moi. Néanmoins, moi, je m'interroge parce que donc on va vers de la création de valeur, et vous l'avez dit, c'est un langage de sincérité. Moi, je m'interroge parce que on est dans une situation où on a une raréfaction du foncier, et si les biens immobiliers de l'État par cette foncière vont vers cette création de valeur, on va faire monter le prix du foncier à travers la valeur vénale du public. Vraie question quand même.
Parce que le foncier, s'il n'est pas maîtrisé, on va avoir un problème pour construire du logement social, mais aussi pour l'accession sociale à la propriété. Donc, est-ce que c'est le rôle de l'État? Donc ça, c'est une question que je souhaite vous poser. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est assommant. D'un côté, vous nous dites qu'il y a un coût de remise à niveau de 142 milliards d'ici 2050. Vous nous dites qu'il y a un coût énorme de bâtiments non occupés. C'est quoi les capacités de mutabilité, de changement d'affectation, etc. Parce que si l'affectation change, le coût change aussi. Par exemple, j'ai vu que vous louez 5,5 millions de mètres carrés à des personnes privées, ça fait déjà 43% du bâtimentaire de l'État. À mon avis, vous avez été au bout. Je pense que ce n'est pas un problème d'efficience de la part de vous et vos collaborateurs. Je pense qu'il y a un moment, il y a un patrimoine qui est difficile à vendre ou à louer. Voilà, il ne faut pas se raconter de... Voilà, je pense qu'il y a une vraie difficulté. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut réaménager en termes de cession aussi parce que si on cède au privé, le privé va prendre à sa charge, que ce soit une personne ou une autre entité, il va prendre à sa charge la rénovation, la mise aux normes, etc., en fonction des usages dédiés à ce bâtiment, quoi. Donc, voilà, je pense que ça demande ça. Mais moi, je vous le dis, je suis quand même... qu'on ait un patrimoine, et d'ailleurs, parlons peut-être mieux de patrimoine, parce que ça nous renvoie une responsabilité sur cette diversité de bâtis. Voilà, moi je suis préoccupé sur la cession au prix du marché et j'ai regardé l'évolution du patrimoine, parce que ça aussi vous y êtes confronté, mais vous n'en avez pas la responsabilité. Mais j'ai regardé, et je finis mon propos, de 2012 à 2022, la valeur du patrimoine immobilier contrôlé a augmenté de 14 milliards. Donc ça, c'est pas de la faute, je mets des guillemets, de l'État et encore moins de votre direction. C'est une évolution du marché. Et ça pèse, à mon avis, aussi dans vos décisions. Merci. Vincent Capo-Canellas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, je voulais juste revenir sur la question des opérateurs. Il y a un certain nombre d'opérateurs qui, effectivement, ont besoin de se mettre aux normes, d'offrir des conditions de travail un peu meilleures, dignes de ce nom, à leur personnel, avec des locaux très anciens. Et effectivement, ils ont un parc immobilier qui est trop important aujourd'hui. C'est souvent le fruit d'un certain nombre de fusions d'opérateurs. Et il y a cet héritage-là. Et lorsqu'ils veulent se mettre à niveau, se mettre aux normes, il y a à la fois une règle, semble-t-il, où on leur dit mais il faut rendre 50% du produit des cessions lorsque vous allez réduire le parc immobilier. Et puis parfois la centrale leur dit, l'administration à qui ils sont rattachés, leur dit mais moi je prends la moitié. Donc finalement, si les deux moitiés sont prises, il reste plus rien pour restructurer. Alors il y a des cas comme ça. Je contrôle les crédits du CEREMA en ce moment. C'est la réponse que j'ai. D'ailleurs, ça a été dit publiquement par le directeur général. Voilà, je voulais attirer votre attention sur ce genre de problématique parce que ça me paraît pas vertueux et pour le coup, ça pousse pas à restructurer et ça pousse vraiment à maintenir les choses en l'état. Donc, est-ce que ce type de pratique a vraiment cours? Merci, Monsieur le Directeur. Alors, pour prendre les questions en l'ordre, sur la question de savoir si la norme mettez votre micro. Pardon, de 16% et de 16 mètres carrés est assez ambitieuse. Vu les difficultés qu'on va avoir pour l'atteindre déjà, essayons déjà d'atteindre cette cible-là. Elle nécessite quand même des efforts, elle nécessite un dialogue social et une vraie réflexion sur les missions et sur la manière de les organiser et de les faire. Donc c'est déjà un effort important et ça libérerait déjà beaucoup. Pour revenir, les 40 mètres carrés existent par endroit. La moyenne est à 25 mètres carrés. Si on fait moins 25%, on est encore au-dessus de 18 mètres carrés. Donc ce n'est pas la fin de l'histoire, moins 25%. Et ça met 5 millions de mètres carrés. Donc c'est déjà beaucoup. Sur les opérateurs, ils sont le plus possible intégrés. Les opérateurs, au sens du PLF, doivent produire un SPSI validé. Comme je vous dis, il n'y en a que la moitié aujourd'hui qui ont un SPSI validé, donc beaucoup n'ont pas de stratégie immobilière. L'opération que vous citez, en l'occurrence, n'est pas soumise à labellisation par la direction de l'immobilier de l'État, donc je ne la commenterai pas, puisqu'elle n'a pas été labellisée par nous. Sur les opérateurs très spécifiques que sont les universités, là, on est dans un cas très particulier. Je crois que la France est, avec l'Autriche, l'un des rares pays où c'est l'État qui est encore propriétaire des actifs, pour la plupart des actifs des universités. Et pour le coup, il y a une politique de dévolution aux universités qui a été mise en œuvre. On est à la 3e vague de dévolution, qui a une pertinence parce qu'elle permet à un acteur
d'avoir tous les leviers. La dévolution à un acteur est souhaitable s'il a les moyens d'avoir une fonction immobilière forte, ce qui n'est pas le cas de tous les opérateurs, et ça ne sera pas optimal si on en met partout, mais je pense que les universités, en tout cas les plus grosses, ont de quoi avoir ça, et si elle est responsabilisée sur le maintien de la valeur des actifs. Et je pense que les universités peuvent l'être. Aujourd'hui, il y a quand même une frilosité, et la dévolution pourrait aller plus vite, je pense. Sur la partie occupation par les acteurs, je fais très attention, ce n'est pas moi qui dis quelles sont les missions que l'État doit remplir et quel opérateur ou quelle personne il veut voir dans ces bâtiments. Moi, je reçois des commandes, je fais simplement deux choses. Je dis, chaque fois que j'ai une commande, quel est le vrai besoin pour essayer de le réduire au minimum. Et ensuite, j'ai des principes. Par exemple, il est bien connu sur la place de Paris, nous avons un plafond de loyer qui est en dessous du prix moyen du mètre carré parisien. Je suis assez obtus là-dessus et il faut monter à un niveau assez haut politique pour obtenir de dépasser ce plafond de loyer. Il peut arriver que ce plafond soit dépassé, mais la plupart, et mes équipes, réussissent à obtenir des deals aujourd'hui vu l'état du marché où nous respectons le plafond de loyer, que ce soit à Paris ou en Ile-de-France. Donc, je réduis la taille demandée aux besoins métiers et je négocie, ça c'est mon rôle. Après ça, les missions de service public qui sont menées, les gens qui sont hébergés ne relèvent pas de ma responsabilité. Je ne ferai pas de commande sur la simplification de la commande publique. Il y a quand même une évolution, nous, sur laquelle on a rattrapé un peu le retard qu'avait l'État. C'est sur les grosses opérations de rénovation. Nous utilisons de plus en plus les marchés de conception, réalisation, marchés globaux de performance, qui nous permettent non pas d'acheter un programme de travaux ou un geste architectural, mais quand nous rénovons un bâtiment, nous faisons le contrat de conception, de réalisation et 6 à 10 ans d'exploitation, ce qui me permet d'acheter, entre guillemets, un niveau de performance énergétique, de plan, de fonctionnalité. Et ça, c'est beaucoup plus vertueux, parce qu'au moment où je fais la rénovation d'une cité administrative, je suis sûr qu'elle va être entretenue, et j'ai des leviers financiers pour que mon co-contractant optimise les travaux qui ont été faits. Sur la mise en vente des biens, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées. D'abord, nous sommes soumis aux mêmes règles que tout le monde, c'est-à-dire l'évaluation des domaines s'impose à moi. Donc, avant de vendre, il y a une évaluation des domaines et je n'ai pas le droit de vendre en dessous d'évaluation des domaines. Il y a beaucoup de débats toujours sur l'évaluation des domaines. Et des élus me disent, quand ils veulent céder, ils trouvent l'évaluation des domaines trop haute. Et quand ils veulent acheter, ils la trouvent... Non, au contraire, quand ils veulent acheter, ils la trouvent trop haute. Et quand ils veulent céder, ils la trouvent trop basse. En 2020, nous avons fait un test où nous avons eu une quarantaine de biens évalués par les évaluateurs de domaine, où j'ai fait faire exactement la même évaluation par des prestataires privés. Je peux vous dire, sur les 40 biens, aucun n'a eu le même chiffre. Parce que c'est une évaluation, ce n'est pas un prix. Et donc, ça suppose des hypothèses. Mais, en revanche, il n'y a pas de biais systématique dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que l'évaluateur privé a été parfois au-dessus et parfois en dessous pour le même bien. L'important, et c'est le sens de tout ce qu'on a fait dans l'évaluation des domaines, qui à 90% est plutôt pour les SAFER et pour les collectivités locales, c'est on publie maintenant un avis-rapport, c'est-à-dire qu'on rend transparent les hypothèses qu'a pris l'évaluateur. Parce que tout est un jeu d'hypothèses. Le chiffre en lui-même n'est pas une vérité absolue, c'est juste quelle est votre hypothèse de prix de sortie du foncier, de coût de construction, de coût de démolition. Et donc on essaye d'être le plus transparent possible. Les délais de vente de l'État sont trop longs, et je me fais parfois m'originer là-dessus. 3 ans à peu près. Ils sont liés à des procédures qui sont dans les textes. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Je parle avec mon homologue canadien qui, lui, met 8 ans à vendre les biens. Parce que comme moi, et je réponds à une question, je suis obligé de soumettre le bien au droit de priorité des collectivités locales. Donc tous les programmes de cession seront soumis systématiquement au droit de priorité de collectivités locales. Et c'est quand même, en fait, les premiers acheteurs des biens de l'État. Lui doit en plus consulter toutes les communautés indigènes autochtones au titre du droit au retour à la terre. Donc ça prend un peu plus de temps que les délibérations des collectivités locales. Donc on respectera ça. Je pense qu'effectivement, nous avons diversifié nos biens et nous avons plusieurs canaux de vente. Nous pouvons vendre, nous utilisons par exemple la plateforme d'Agora Store, qu'aussi beaucoup de collectivités locales utilisent, qui sont des ventes aux enchères, mais où il y a un travail sur le bien pour certains biens. Pour les biens les plus fructifères, on travaille avec
des intermédiaires de la place pour aller chercher des acheteurs voilà, qui sont des investisseurs professionnels. Hein. Quand on vend un grand terrain en Ile-de-France, c'est le cas. Et pour le coup, on a beaucoup de petits terrains là où c'est plutôt des actions locales et on met ça sous tension pour aller le plus vite possible. À l'inverse, sur les locations, je ne peux pas commenter sur le bien puisque la Banque de France n'est pas dans mon périmètre de responsabilité. Donc, voilà. Mais en revanche, nous, notre politique a bien été de dynamiser les recettes. C'est les 119 millions d'euros de redevances retirées des loyers. On dynamise ça sur l'ensemble du territoire. Peut-être sur la stratégie de cession, elle est moins 25% de surface, 5 millions de mètres carrés. Aujourd'hui, l'État, grosso modo, sur les 97 millions de mètres carrés dont je parle, il est propriétaire de 80%, 75 à 80%, il est locataire pour le reste. Cette proportion me paraît assez pertinente. Je pense que l'État, quand on est sur des missions pérennes, régaliennes, a intérêt à maîtriser, pour des raisons à la fois d'intérêt national et d'optimisation financière, le bien. En revanche, un parc immobilier, ça respire. Les gouvernements changent et ont des priorités différentes, donc peuvent me demander d'investir dans une priorité gouvernementale qui aura besoin de mètres carrés au détriment d'une autre. Et donc la capacité à avoir une respiration c'est plus facile quand même de mettre fin à un bail que de vendre. Donc la proportion 20-25% de biens qui n'appartiennent pas à l'État me paraît pertinente. En revanche, sur les moins 25%, les premiers calculs qu'on avait faits, on avait dit que la moitié serait des fins de bail, donc qui peuvent se faire réaliser assez facilement, et l'autre moitié des cessions. Donc c'est à peu près l'équilibre que l'on aurait. Donc le produit de cession n'est pas tout à fait celui que vous envisagez. Et par ailleurs, on a quand même une vigilance, et c'est ce qu'on fait par exemple dans les biens qu'on cède après une grosse opération. Autant un marché francilien est capable d'absorber des cessions fortes de l'État parce qu'on est un acteur minoritaire du marché. En revanche, sur des marchés plus locaux, quand j'ai 4 ou 5 bâtiments entre 2 et 5 000 m² à vendre dans une préfecture de département, si je fais ça d'un coup, je ferai effondrer le prix du foncier. Donc il faut que j'ai une stratégie perlée dans le temps, quitte à garder le foncier un petit peu, les bâtiments pour l'instant. Aujourd'hui, je voudrais changer un petit peu, corriger. J'ai parlé de sous-occupation des biens, pas de biens vides. En fait, il y a assez peu de biens vides. Et le volume, on doit être à vendre. On a 3 millions de mètres carrés à vendre. Donc c'est un gros volume qui ne résume pas la totalité du sujet. Le plus gros sujet pour moi, ce sont les mètres carrés disséminés dans des bâtiments qu'on occupe par sous-occupation. Et cela, il nécessite d'investir avant de pouvoir... voilà, je ne vais pas vendre un demi-plateau d'une cité administrative. Donc, il faut que j'ai fait la restructuration. Sur la manière d'accélérer, plusieurs choses. D'abord, si vous ne savez pas où trouver l'interlocuteur, il se trouve qu'on a simplifié notre organisation au sein des domaines et de la politique immobilière de l'État. J'ai maintenant un responsable régional de la politique immobilière de l'État qui fait à la fois les aspects stratégiques et conseille le préfet là-dessus, et les aspects opérationnels de gestion domaniale. Donc si vous avez un problème, vous devez, et ça doit être visible sur le site de la DRFIP, avoir identifié le responsable régional de la politique immobilière de l'État. Vous pouvez taper sur sa tête, et si ça ne répond pas, c'est sur la mienne qu'il faut taper. J'accélérerai les mesures. En revanche, plusieurs choses. D'abord, on a des procédures, notamment de consultation et autres, qui expliquent un certain nombre de délais. Par ailleurs, si je fais un petit commentaire sans vouloir rentrer trop dans les sujets qui relèvent du ministère des Armées, il est évident qu'il y a une évolution de la stratégie foncière du ministère des Armées liée à l'évolution du contexte international. C'est-à-dire qu'on sort de plusieurs dizaines d'années de réduction du format des armées, y compris sur les terrains. Aujourd'hui, je ne pense pas que le ministère des Armées soit dans la même logique face à des défis de la guerre à haute intensité. Et donc je pense que les cessions militaires qui bénéficient d'un régime particulier, c'est que pour le coup, tout le produit des cessions revient au ministère des Armées, contrairement aux 50% sur lesquels je vais revenir, mais eux bénéficient de la totalité de la recette, c'est dans la loi de programmation militaire, mais en revanche, ils ont besoin de conserver des réserves foncières face aux menaces, et donc je pense qu'il y aura sans doute un peu moins de cessions dans les années à venir.
Peut-être 2 mots sur cette mécanique du casse immobilier. Donc je rappelle, normalement, quand un bien est cédé, 100% du produit va à l'immobilier de l'État, ce qui est une exception, je trouve, bienvenue, qui nous permet d'investir. 50% ne disparaît pas dans un trou noir. Elle est mutualisée, et c'est ça qui me permet d'allouer 160 millions d'euros par an aux préfets de région et aux secrétaires généraux pour faire le strict minimum de l'entretien. 160 millions d'euros pour 97 millions de mètres carrés. On est à 1,60 € du mètre carré. Vous imaginez ce qu'on peut faire. Donc c'est vraiment le strict minimum. Mais c'est grâce à ces 50% que je peux donner entièrement à la main des préfets de région cette petite enveloppe-là. Les 50%, eux, sont décidés par les ministères sur des opérations immobilières. Je pense qu'il faut choisir notre sujet d'incitation. Je pense que quand on est c'est soit les ministères, soit les préfets de région. Quand on est sur l'administration déconcentrée, c'est les préfets de région qui ont cette haute 50%. Si on redonnait 100% à chaque opérateur, on fige en fait le parc immobilier tel qu'il est. Donc il y a un équilibre. Le directeur général du CEREMA, avec tout son enthousiasme, peut pointer ses limites. Il a la pudeur d'oublier les crédits qui sont financés à 100% par le programme 348 ou le programme 362 du plan de relance sur les bâtiments du CEREMA, qui a aussi bénéficié de ces crédits-là par ailleurs. Donc oui, il y a une incitation à faire qui, je pense, l'équilibre 50-50 est assez pertinent. Si on donnait 100% à nouveau, on rigidifie totalement le parc tel qu'il est. Or, il y a des missions qui vont croître dans les dernières années, il y a des missions qui vont décroître, donc il faut pouvoir réallouer entre les ministères. Enfin, dernière question sur la création de valeur et les impacts sur les prix du foncier et de l'immobilier. D'abord, je voudrais rappeler, on vient de fêter les 20 ans de la Poste Immobilier, qui est à la fois vraiment, je pense, une réussite. Elle a professionnalisé la fonction immobilière de la Poste, lui a permis de travailler à l'optimisation de son parc, mais a créé en 20 ans 1,2 milliard d'euros de valeur pour le groupe La Poste. Et donc permettre grâce à ça, en réinvestissant dans ses missions, au groupe La Poste de se développer et de financer sa transformation. C'est un peu ce qu'on souhaite faire, nous aussi, au service des missions de service public de l'État. Je ne pense pas que le fait de mettre plus de mètres carrés et de foncier sur le marché soit inflationniste. Au contraire. En libérant du mètre carré qui aujourd'hui n'est pas utilisé, on permet, dans une mécanisme d'offre et de demande, d'avoir plus d'offres et donc normalement de faire baisser les prix. Cela dit, malgré tout, le volume de ce qu'on met sur le marché reste assez marginal et donc, contrairement à ce qui peut être cru, je ne pense pas que l'immobilier de l'État dans ces cessions soit suffisamment important pour influencer le prix de marché. Et par ailleurs, j'oublie de mentionner tous les mécanismes de décote ou d'atténuation qui existent, que ce soit les cessions à l'euro symbolique de foncier militaire quand il y a une restructuration, ou les décotes du flot pour la contribution au logement social. Voilà. Merci, monsieur le directeur, pour ces propos à la fois clairs et éclairants. Il me reste à vous remercier. Et puis, voilà.